Donc pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et rebonjour à ceux qui sont avec nous depuis déjà hier. Voilà, je vais donner la parole à Patrice pour introduire cette avant-dernière séance. Bien, bonjour à tous de par ce vaste monde. Nous allons écouter au cours de cette séance 4 orateurs. Le premier est Stéphane Charritos, qui est professeur à l'Université Columbia à New York. Il est directeur du Language Resource Center. Son curriculum vitae fait apparaître la double connaissance du français et de l'espagnol en plus de l'anglais et bien d'autres choses, en particulier un Bachelor of Science qui a retenu toute mon attention et Diana comprendra pourquoi. Vous êtes titulaire d'un diplôme en Data Processing and Quantitative Analysis et ça, ce sont des choses qui me parlent. Donc, je vais, Stéphane, vous laisser la parole avec le titre « La pandémie Covid-19, événement charnière ». Donc, vous avez la parole pour, malheureusement, seulement 10 minutes. Voilà, bon courage. Merci Patrice et bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier le comité de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des extraits d'un texte que je suis en train de rédiger. Dans ce texte, j'essaie de penser la pandémie de Covid-19 et ses effets à partir d'un concept utilisé en sciences politiques, celui de l'événement charnière. Qu'est-ce qu'un événement charnière? C'est tout simplement un événement qui modifie de manière fondamentale la façon dont nous appréhendons et agissons dans le monde qui nous entoure. À titre d'exemple, je citerai la Grande Dépression ou les attentats du 11 septembre aux États-Unis, ou encore mai 68 en France. Tout laisse croire que la pandémie de Covid sera un tel événement, et cela non seulement sur le plan sociétal, mais aussi sur celui de l'enseignement supérieur et de l'apprentissage des langues. On peut en effet penser que l'avenir distinguera un avant et un après-Covid, et que dans la période de l'après-Covid, nous aurons à revoir de fond en comble nos modèles d'enseignement et d'apprentissage, nos pratiques pédagogiques, ainsi que les valeurs que nous transmettons par leur biais. Ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est dans un premier temps dégager quelques facteurs qui vont, selon moi, marquer durablement l'enseignement supérieur aux États-Unis dans l'après-Covid. J'exposerai ensuite, dans un deuxième temps, 4 développements clés que la crise a mis en lumière. Et finalement, je résumerai les raisons pour lesquelles il me semble que l'après-Covid pourrait favoriser un engagement plus poussé de la part des enseignants de langue dans les politiques institutionnelles. Donc pour commencer, tout d'abord, on peut dès aujourd'hui percevoir les contours de ce à quoi ressemblera le monde universitaire de l'après-Covid en Amérique. Schématiquement, on peut dire qu'il sera caractérisé par 2 principaux facteurs. Le premier, c'est la pérennisation du virtuel qui se déclinera sur divers modes, asynchrone, synchrone ou hybride. Le second, c'est le fait que de nombreuses universités devront faire face à de sérieux problèmes budgétaires, problèmes qui se traduiront inévitablement par des suppressions de postes, par l'élimination de programmes jugés peu attractifs, voire dans certains scénarios catastrophes, par la fermeture pure et simple de nombreuses institutions. J'ajouterai que la pandémie va aussi très certainement aggraver 2 autres crises qui touchent déjà le secteur de l'enseignement supérieur, à savoir la baisse des taux d'inscription qui est impactée négativement par un ralentissement démographique et la crise généralisée qui frappe l'apprentissage des langues. Pour rappel, les programmes de langue aux États-Unis ont connu depuis 2009 une baisse d'effectifs de pratiquement 20%. Toutefois, il faut aussi noter que la pandémie a fait émerger des phénomènes positifs.
J'en retiens 4. Le premier, c'est le fait que la crise a permis à l'université de redécouvrir ce qui était sa vocation première, à savoir enseigner et transmettre. En effet, il est clair que si l'université a continué à exister après le passage brutal d'un tout présentiel à un tout distanciel, c'est en grande partie grâce au lien très fort qui unit enseignants et apprenants dans le cadre d'une culture pédagogique partagée. La grande naïveté serait de croire qu'une fois la pandémie passée, l'université pourra facilement s'émanciper de cette obligation. Le second repose sur le fait que dans un avenir très proche, nous devrons faire face à la transformation des pratiques pédagogiques par le numérique, alors même que beaucoup d'enseignants ne sont pas prêts à intégrer ces nouvelles pratiques dans leur travail quotidien. L'après-Covid nécessitera donc, ne serait-ce que pour pallier à cette carence, un gros travail de formation professionnelle portant sur la sensibilisation à et à l'appropriation de la technologie en tant que soutien à l'enseignement et à l'apprentissage virtuel. Le troisième, c'est le fait que la collaboration s'est affirmée comme un principe de base pour relever avec succès les défis futurs. En effet, dès les premiers jours du passage au tout distanciel, il est rapidement devenu évident que beaucoup d'enseignants se retrouvaient totalement désemparés. Par conséquent, ceux d'entre nous qui étaient déjà engagés dans des pratiques innovantes ont dû mettre en place de toute urgence des réseaux d'entraide intra- et interinstitutionnels pour les aider à combler rapidement leurs lacunes en matière de compétences. Il serait naïf de croire que dans l'après-Covid, ces réseaux vont tout simplement disparaître et que du jour au lendemain, la collaboration ne sera plus de mise. Finalement, la pandémie a aussi mis en évidence que tout enseignement doit non seulement dispenser un savoir, mais aussi pourvoir aux besoins émotifs ou sociaux des apprenants. En effet, le passage au tout distanciel nous a rapidement mis devant le fait que le confinement soumettait les étudiants à d'énormes pressions psychologiques et affectives, aussi bien que technologiques et pédagogiques. Face à ces contraintes, le défi a consisté à ménager des plages de temps libres dans les structures formelles des situations d'apprentissage pour faciliter la mise en place d'un dialogue continu qui renforcerait les liens de cohésion et de solidarité entre enseignants et étudiants. Une fois de plus, il serait fallacieux de croire qu'on pourra faire abstraction de cette dimension dans l'après-Covid. J'aimerais maintenant expliquer pourquoi je pense que nous serons appelés, en tant qu'enseignants de langue, à devenir des intervenants privilégiés sur chacun des points que je viens de développer. Un sondage réalisé à Columbia a révélé qu'alors que la plupart des étudiants déclaraient qu'ils avaient généralement eu une expérience décevante de l'apprentissage virtuel, une majorité conséquente de ces mêmes étudiants a plébiscité les cours de langue, car ils estimaient que ces cours mettaient en œuvre des pratiques pédagogiques mieux adaptées à une réalité inédite. Ce même sondage a également fait ressortir que les étudiants pensaient que les enseignants de langue proposaient régulièrement des scénarios pédagogiques technologiquement riches et propices à un apprentissage participatif, dynamique et inclusif, alors que cela faisait largement défaut dans les autres cours. Quant à la question de la collaboration, je dirais que les enseignants de langue ont plusieurs temps d'avance sur leurs collègues, puisque leur didactique mettait déjà l'apprentissage collaboratif au cœur de leur pratique pédagogique, et ce, bien avant que la pandémie ne ferme les campus. J'ajouterai en passant que cela fait déjà plus de 10 ans que le centre que je dirige a mis en place un projet collaboratif d'enseignement par visioconférence afin de soutenir l'apprentissage des langues minoritaires. Enfin, de nombreuses études ont démontré que les cours de langue sont les cours où les étudiants développent des liens affectifs forts, aussi bien avec les enseignants qu'avec leurs camarades de classe. C'est également là où ils se sentent le plus en confiance et donc libres de s'exprimer, de se raconter et de s'inventer. C'est peut-être pourquoi les cours de langue ont connu un taux de participation nettement plus élevé
comparé à celui des autres disciplines quand nous avons pivoté vers le tout distanciel. Je voudrais conclure maintenant en partageant avec vous deux réflexions qui me sont venues pendant que je rédigeais ces quelques lignes. La première, c'est le fait que toute crise recèle en soi la graine d'un avenir différent. Mais cette graine, il faut encore oser la planter si on veut la voir germer un jour. La deuxième, je l'exprimais d'une manière un peu plus imagée. Il y a en littérature un topos narratif assez connu, celui du naufrage. Dans les récits de naufrage, à la suite d'une catastrophe, des naufragés se retrouvent sur une île déserte. Là, certains d'entre eux sont tentés de simplement recréer un monde à l'image de celui qu'ils ont perdu. D'autres, par contre, voient dans l'espace vide la possibilité d'inventer un monde nouveau, un monde qui serait à la hauteur de leurs rêves et de leur imagination. Donc, je serais tenté de reformuler ma première réflexion et de vous dire, en tant que rescapé de la pandémie de Covid, oser, oui, mais quitte à oser, oser grand. Je vous remercie. Stéphane, merci beaucoup pour cette très agréable, très instructive présentation avec laquelle personnellement, je suis tout à fait en accord. Alors, il y aura des questions, je vais en poser une tout de suite puisque vous parlez de graines. Effectivement, il faut savoir faire pousser. Ma question est, ce changement nécessaire de l'université, de la recherche, de l'enseignement des langues, peut-il se faire sans changement de la société? Ce sera difficilement, surtout pour l'apprentissage des langues aux États-Unis. Je regarde les questions qu'il y a dans la messagerie, qui me demandent pourquoi est-ce qu'il y a une baisse de 20% des effectifs. En grande partie, c'est des raisons sociétaires aux États-Unis. Les Américains ne mettent pas une grande valeur sur l'apprentissage des langues étrangères. Donc, si on veut changer cette réalité, il faudra passer par des changements sociétaux aux États-Unis. La même chose serait à dire pour l'enseignement supérieur en général. Il faudrait qu'on repasse à un enseignement qui privilégie l'enseignement et non plus la formation. Et malheureusement, on est parti sur des réalités de formation aux États-Unis. Et il faudrait que ça change. Le gros problème, c'est que vous savez que malheureusement, vous servez d'image et que beaucoup vous imitent. Et on l'a vu ailleurs en Europe, il y a une dérive qui est très nette depuis 20 ans. Des questions dans la salle? Diana, tu as un registre de questions à poser à Stéphane? Il y avait déjà, pour penser à l'enseignement autrement, il faut du temps pour la réflexion. Aurons-nous assez de temps? Il faut toujours plus de temps, mais il va falloir qu'on fasse avec le temps qu'on a. Un de mes collègues, je discutais avec un de mes collègues il y a une semaine qui me disait, écoute Stéphane, le train du virtuel a quitté la gare. Il faut soit sauter sur le marchepied et le prendre en vol, soit il faut agiter les mouchoirs et dire au revoir. Donc, il va falloir qu'on prenne le temps, même si le temps n'est pas là. Et il y a une question, donc, cultiver, semer, quelles économies, quels coûts technologiques et humains? Je crois qu'on est dans une fenêtre de possibilités. Cette fenêtre s'est ouverte. Cette fenêtre va se refermer. C'est pour ça que quand je discute avec mes collègues, surtout ceux qui me disent « Ah, je voudrais bien que le confinement finisse pour qu'on en revienne là où on en était », je leur dis « On ne reviendra pas là où on en était ». Et on a une petite fenêtre de possibilités, d'autant plus que les enseignants de langue et les programmes de langue sont particulièrement bien vus maintenant, surtout dans les universités comme Columbia. Donc, on peut effectuer quelques changements, mais si on laisse cette fenêtre se refermer, elle se refermera. Donc, voilà. Si j'ose dire, pour avoir vu beaucoup de films de science-fiction, si on laisse la fenêtre se refermer, on ne rejoindra pas l'autre monde. Voilà. Et c'est ça dont il s'agit. C'est bien dit.
Bon, si Stéphane, vous en êtes d'accord, on peut clore votre participation. Voilà, Et je vous puis, remercie. avec une petite minute d'avance, Ben, moi, je voulais juste vous remercier parce que ce que vous avez dit, je pense que ça nous a beaucoup touchés tous. Surtout, oui, parce qu'on a quand même une image des États-Unis en Europe qui est peut-être un peu différente. C'est vrai qu'on est très en dérive en Europe vers le système universitaire américain. Et ce que vous dites, bon, ça nous donne un peu plus d'espoir, je pense. Donc, on va réfléchir si, Je voilà. pourrais peut-être ajouter qu'il faut quand même garder en tête que l'écosystème universitaire américain est un écosystème extrêmement varié. Mm. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. nous allons, si vous le voulez bien, euh, inviter notre deuxième conférencière. Il s'agit de Nina Rioux, qui a fait ses études supérieures en France. J'ai pu noter un passage par l'Université de Rennes, par la Sorbonne, l'UFR Sciences du langage à Paris 8. Et en fait, elle est maintenant à Rio de Janeiro, à l'université Fluminense, excusez-moi pour la prononciation. Euh, j'ai également noté quelque chose de très intéressant à son propos, à savoir que Nina est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé en tant que bénévole dans les questions d'alphabétisation et notamment en faveur des réfugiés. Donc avec ce beau pédigré, nous aurons d'autant plus de joie de l'écouter, nous parler de cours en ligne dans un pays en crise, la rapide transition dans 2 centres de langue d'une université brésilienne. Donc Nina, la Oui, parole. pardon, j'ai un petit problème, Nina. Oui. Je vous vois pas. Merci beaucoup pour cette présentation et merci pour l'organisation de ce séminaire riche en témoignages. Et je dois dire que j'étais agréablement surprise de voir qu'on enchaîne un témoignage sur les États-Unis avec un témoignage sur le Brésil, puisqu'il me semble que ce sont deux pays qui ont vécu cette épidémie de manière particulièrement dramatique. Donc moi, je vais vous parler de notre université à Rio, donc l'Université fédérale Fluminense. Nous sommes ici confinés depuis le 16 mars, donc cela fait 3 mois et nous entrons maintenant dans notre 4e mois. Les cours à l'université en fait ont été suspendus très rapidement et les examens, la plupart des examens en tout cas de niveau licence n'auront pas lieu. C'est une décision qui a été prise par une grande majorité des universités publiques brésiliennes sur un principe en fait de non-discrimination. De justice sociale en fait. Faut savoir que nombreux des étudiants des universités publiques brésiliennes n'ont pas des conditions de vie, n'ont pas toujours une connexion Internet qui leur permette de suivre des cours en ligne. Et donc, afin de ne pas pénaliser ces étudiants, eh bien, tous les cours ont été suspendus, ce qui n'empêche qu'il y ait quelques activités tout de même qui aient lieu, mais il n'y aura pas de notes. Donc, moi, voilà, j'ai préparé une petite présentation qui permettra de voir des images. Je vais vous parler plus particulièrement de 2 centres de langue qui, eux, ont continué leur activité. Alors, attendez, je vais mettre en format présentation. Donc, plus que des aspects techniques, je vais plutôt parler du rapport, comment ce contexte assez dramatique affecte en fait notre pratique. Donc, nous avons 2 centres de langue à l'UFI qui correspondent à 2 projets un petit peu différents en termes éducatifs. On a premièrement un centre qui s'appelle le Problème, qui est un centre ouvert au grand public, c'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement les étudiants de l'université qui peuvent y accéder, mais tout le monde. Et c'est un centre payant à but non lucratif. C'est un cours qui n'est pas très cher par rapport à d'autres cours de Rio, mais tout de même, ça exclut une certaine partie des étudiants de la fac pour y participer. Donc, dans ce centre où moi, j'interviens aussi comme prof de français, la stratégie adoptée pour la transition, ça a été vraiment l'imitation du normal.
ce qui n'est pas, à mon sens, la solution idéale, mais c'est en tout cas celle qui a prévalu. C'est-à-dire que nous faisons cours au même groupe, avec les mêmes effectifs, sur visioconférence, aux mêmes horaires, avec la même charge horaire. Et nous continuons d'utiliser un manuel et de la même manière, nous ferons donc les évaluations qui mèneront lieu à l'octroi d'une attestation au niveau de langue si l'étudiant réussit l'examen. Ça a vraiment été des décisions qui ont été prises dans l'urgence. L'enjeu principal de ce centre de langue, le problème, c'était vraiment de le maintenir vivant, si je puis dire, puisqu'il faut savoir que les professeurs qui interviennent, les professeurs de langue, sont en fait des étudiants de l'université, souvent des étudiants en lettres, par exemple pour le français, ce sont des étudiants en lettres français et portugais, qui gagnent une bourse pour enseigner et les bourses dépendent des cotisations. Donc, il y avait quand même aussi un enjeu financier important derrière cette transition. L'autre centre de langue qui existe, c'est le POUL, que j'ai mis donc ici à droite, qui est un projet un petit peu différent. C'est un projet qui a un objectif d'inclusion sociale. Il est à destination des étudiants de l'université et principalement des étudiants à faible revenu. C'est-à-dire que les étudiants qui s'inscrivent doivent prouver qu'ils ne peuvent pas payer un cours de langue. C'est un projet qui est né face au constat que, eh bien, en fait, beaucoup d'étudiants, en fait, c'était toujours quelque part les étudiants déjà privilégiés qui participaient aux échanges universitaires à l'étranger. L'université a beaucoup de conventions avec de nombreux pays. Et finalement, beaucoup d'étudiants étaient exclus de ces programmes parce qu'ils n'avaient pas le niveau en langue. On donnait des bourses à disposition, on essayait d'aider les étudiants, mais il manquait le niveau en langue. Donc, c'est à ça que sert ce programme. Et donc, ici, bien sûr, la même stratégie n'a pas pu être adoptée puisque beaucoup d'étudiants ne peuvent pas, n'ont pas une connexion Internet, n'ont pas un espace de travail toujours au calme qui permette de travailler. Donc, en fait, chaque professeur a adopté une stratégie beaucoup plus souple. Certains ne font pas du tout de cours en présentiel. Certains font des demi-groupes. Bon, la stratégie globale, ça a été donc flexibilisée et adaptée. On n'utilise plus le manuel et il ne va pas y avoir d'évaluation. Et c'est là où, pour moi, ça pose question dans le contexte brésilien. Et ce sont de grands questionnements que les professeurs de langue se posent en ce moment. C'est que finalement, eh bien, le risque, c'est vraiment que dans un pays déjà très marqué par les inégalités sociales, cette crise augmente encore, accentue, aggrave cette inégalité sociale d'accès aux langues. Je vous mets ici une image en fait, qui fait écho à un événement d'actualité au Brésil. Vous avez en haut de l'image ENEM 2020. Donc l'ENEM, c'est un petit peu l'équivalent du baccalauréat au Brésil. Et en fait, le gouvernement, donc au moment des inscriptions pour cet examen, c'est-à-dire en mai-juin, le gouvernement a eu la très bonne idée de passer un spot publicitaire à la télévision pour encourager les étudiants à s'inscrire à cet examen et à se préparer en ligne avec le slogan « Le Brésil ne peut pas s'arrêter, nous allons étudier en ligne, etc. » Et en fait, bon, les réalités qui étaient montrées dans le spot publicitaire, si vous voulez, correspondaient plutôt aux réalités dont dispose le petit garçon à gauche de l'image, c'est-à-dire avec un événement, un environnement propice à l'étude à distance. Ça a fait un tollé, puisque ce n'est évidemment pas du tout la majorité des étudiants brésiliens. Et bon, en fait, le gouvernement a dû faire marche arrière et retirer cette campagne publicitaire, puisqu'il y a eu énormément de conflits, beaucoup de polémiques, justement sur la pertinence ou la non-pertinence des cours en ligne au Brésil. Donc ça, c'était un premier aspect des questionnements que nous pouvons avoir en tant qu'enseignants au Brésil, enseignants de prof de langue. Une deuxième aspect qui, moi, m'a vraiment beaucoup questionné, c'est quelle place donner à ce contexte. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu des choses dans les informations sur le Brésil. Nous sommes dans une situation très dure. Nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas vraiment si et quand nous pourrons retourner à la normale. C'est très flou. Le contexte sanitaire et social est extrêmement difficile à Rio.
Et ce contexte vraiment dur est dédoublé d'une crise politique dont les mots me manquent pour la décrire parfois. En fait, bon, les autorités nient complètement l'existence de la pandémie. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de politique face à la pandémie, il y a un abandon total des pouvoirs publics, si vous voulez. Donc, cette accumulation de problèmes politiques, sociaux, économiques, sanitaires crée quand même chez beaucoup d'étudiants et de professeurs un sentiment d'accablement énorme. C'est quand même quelque chose qui pèse sur chacun d'entre nous. Et donc, moi, une de mes grosses questions, notamment au début, était comment parler de ça en cours? Doit-on en parler? Comment dédramatiser la situation? Moi, ma première réaction a quand même été de me dire, c'est pas possible de rester silencieux. J'en parlais avec certains collègues qui suivent eux des cours et par exemple, le professeur eh bien, commençait le cours comme si de rien n'était. Mais je ne connais absolument pas le contexte. Je suis désolée si vous entendez des chiens. J'habite vraiment un petit peu bruyant. Désolée. Donc, bon, moi, en tout cas, ça me semble important d'en parler en cours. Il y a un côté complètement absurde, pour moi, au Brésil, complètement orwellien, de lire des informations assez affligeantes et au petit déjeuner, puis après, ouvrir mon cours de français et simplement dire bonjour, ouvrons le livre, page 52, exercice 5. Il y a un côté quand même un petit peu absurde. Donc, au début de la pandémie, et notamment en mars-avril, j'ai quand même essayé de travailler ça sur le ton de l'humour. Donc là, j'ai mis quelques exemples de documents authentiques que j'utilisais, qui étaient des mèmes, qui est un document qui est très plébiscité au Brésil. Les étudiants aiment beaucoup s'échanger ce type de documents à tonalité humoristique sur les réseaux sociaux. Et ça a permis de faire retomber un peu la pression, de voir ça un peu comme humour et de comparer aussi bien les réactions avec les France, notamment la troisième image ici, on voit sur l'image, beaucoup fait parler les étudiants, le fait que les gens ne respectent pas la quarantaine, etc., puisqu'il y a eu un peu cette impression au Brésil aussi. Toutefois, j'ai mis un titre un point d'interrogation à mon titre, puisque c'est vrai qu'au début, ça me semblait important de dédramatiser la situation. Maintenant, je me pose la question de à quel point est-il possible de dédramatiser le drame. Et est-ce qu'on doit tout le temps en parler? Et donc, une autre attitude, une autre possibilité à adopter, pour moi, et en fait que certains étudiants ont adopté, de faire du cours un échappatoire. Vous avez encore une demi, Nina. Très bien, je conclue sur ça, c'est ma dernière présentation. Merci. Je me suis aperçue en mettant en place en fait une activité autour du cinéma. Je me suis servi d'un festival en ligne de cinéma français qui a lieu à Rio, où chaque semaine les étudiants présentent un film et ça ouvre un débat. Et je ne pensais pas que, enfin, les étudiants vraiment ont beaucoup aimé cette activité, on participe activement, sont très présents. Et en fait, ça nous a amené à discuter sur le rôle du cours de langue et je me suis aperçue que quelque part, c'était aussi une bulle et ça permettait quelque part de penser à autre chose. Donc voilà, et c'est intéressant parce que la dernière intervention a terminé sur l'image de la fenêtre et donc je terminerai également sur cela. Au Brésil, je pense que le cours de langue peut aussi avoir cette fonction d'une fenêtre sur l'ailleurs. Bon, je vais conclure. Mon temps est terminé. Je vous remercie de votre attention. Et voilà. Nina, c'est nous qui vous remercions de tout cœur. Comme nous pensons depuis pas mal de temps au Brésil, de manière assez régulière. Diana, nous avons des questions pour Nina. Surtout des messages d'encouragement, bon courage, merci beaucoup Nina. On perçoit très clairement vos émotions, merci madame. Alors, merci Nina. Laura, je ne vois pas tout son nom malheureusement sur mon écran, donc c'est vrai, grande détresse ici. Bon courage Nina, votre témoignage est poignant. Voilà, il y avait aussi une remarque sur donc l'idée du ciné-club virtuel. Voilà. Donc j'aime beaucoup l'idée du ciné-club virtuel. Là, j'ai deux nouveaux messages. Merci pour cette intervention si franche
être proche d'une réalité quotidienne si difficile. Mucho ánimo. Un grand merci, encore bravo de notre collègue Kunwang qui a parlé hier matin, qui est à Pékin. Je pense que la situation s'aggrave chez eux aussi. Voilà. Astrid de Bruyne, merci beaucoup. Très émouvant et intéressant. Ah, une question. Comment animez-vous ce ciné-club virtuel? Ah oui. Alors, j'ai mis Ciné-Club ici sur ma présentation, mais ce n'était pas l'objectif de créer un ciné-club. C'est que, en fait, il fallait qu'on évalue les étudiants à l'oral. Et je me suis dit qu'une manière plus agréable de le faire, c'était de leur faire présenter un film, leur faire regarder un film et le présenter. Donc, au départ, c'était une idée d'évaluation. Et je leur ai dit, ce serait intéressant que vous présentez. Pour moi, l'objectif, c'était d'évaluer la manière dont ils exposent une opinion et leur capacité à faire une critique de film. Et en fait, les étudiants ont énormément développé, beaucoup plus. Ça allait beaucoup plus loin que ce que je pensais. Ils se sont proposés en tant qu'animateurs de débat. Ce n'est pas ce que je leur avais demandé au départ, mais ils l'ont fait assez naturellement. Et en fait, c'est devenu, oui, l'équivalent d'un ciné-club. C'est-à-dire que chaque semaine, un étudiant sélectionne un film, les autres le regardent et un étudiant anime le débat. Mais voilà, ça a été un peu improvisé. Et moi, je reste assez discrète, en fait. Je modère, mais je les encourage simplement à regarder les films quand ils le peuvent. Mais les étudiants sont tellement motivés que je n'ai pas vraiment besoin d'intervenir, en fait. Je fais des feedbacks après, bien sûr, sur ce qu'ils ont dit, j'en réfléchis. Mais pendant les échanges, je reste un peu en retrait. Voilà. Bien, ben, je trouve que c'est parfait. C'était une très belle présentation et je vous en remercie. Nous allons passer, si vous le voulez bien, à la troisième présentation qui ne nous éloigne pas du tout du Brésil puisque c'est une présentation italo-brésilienne. Donc du côté italien, nous avons notre ami André Alberghina qui travaille à l'Alliance française de Vicenza, dont j'ai appris au passage, parce que je l'ignorais, pour moi Vicenza était toujours Vicenza, quelque part en Vénétie, et je me suis rendu compte qu'en fait en français on appelle ça Vicence, ce qui ne me semble pas tellement approprié. Et vous travaillez donc avec votre collègue au nom si compliqué, puisque Marina a comme nom de famille Melu de Menezes Félix de Souza, qui travaille alors au Brésil, dans l'État d'Amapá, à l'université d'État de cet État très, très au nord du Brésil, puisqu'en fait, vous aviez parlé lors d'une réunion préparatoire d'Amazonie, et en fait, je me suis rendu compte que vous êtes sur la rive nord de l'Amazonie, et en fait vous êtes avec des frontières communes avec la Guyane française et le Suriname. Alors vous enseignez depuis 2018 dans quelque chose qui s'appelle, je l'ai traduit en français, enseignement de langue et de littératures étrangères, avec un sigle EML, et donc tous les deux aujourd'hui vous allez nous dire comment rapprocher les cultures en travaillant en ligne. Donc je vous laisse. Apparemment, vous n'êtes pas comme nos amis polonais de ce matin, côte à côte, mais je vous laisse gérer librement votre temps de parole qui n'est que de 10 minutes. D'accord. Merci beaucoup. Merci Elinalco pour cette initiative et la possibilité que nous avons tous de partager nos expériences pour améliorer nos prestations pédagogiques. Alors, nous avons préparé un petit PowerPoint, donc je vais le partager ici. Et voilà, Marina, ça c'est nos coordonnées et je fais partir ma collègue Marina.
Avant tout, je voudrais vous remercier. C'est une merveilleuse conférence. Donc, merci aux organisateurs et aussi aux différents conférenciers. J'ai vraiment aimé aussi voir ici une copine brésilienne de l'Université fédérale Fluminense où j'ai pu étudier aussi à Rennes. Donc, et aussi, j'ai donné des cours dans les deux programmes que Nina vient de présenter. Donc, je suis vraiment contente de les voir représenter ici. Et bien, pour exposer les travaux qu'on a fait, que nous sommes en train de faire, on va suivre les summaires que vous voyez sur les diaporamas. Donc, tout d'abord, nous allons faire une petite introduction pour après parler de notre projet en tant que politique linguistique en faveur de la pluriculturalité. Ensuite, nous allons expliciter la pratique du projet en salle de classe avec l'aide de deux questions. Qu'est-ce que nous faisons effectivement et comment ce projet est en train de nous aider mutuellement, moi et André, et aider aussi les travaux en classe. Pour enfin montrer une petite conclusion et parler des résultats qu'on a eus jusqu'à ce moment. Bien, pour illustrer les projets que nous sommes en train de mettre en place, j'utilise un proverbe, le voilà, de terre lointaine, on rapporte beaucoup à dire. Ces proverbes nous parlent sur l'importance du contact avec l'autre, avec une culture différente, pour acquérir des nouvelles connaissances. C'est une idée en fait de mobilité contribuant à la formation des personnes. Et cette idée remonte à très longtemps en Italie, les pays d'André, et au Brésil aussi, mon pays. Pourtant, aujourd'hui, les voyages frénétiques auxquels nous étions habitués du jour au lendemain sont devenus un souvenir. On était habitués à sauter d'un avion à l'autre, à poursuivre des études dans un pays étranger, à réaliser l'internationalisation universitaire, des réseaux culturels et des groupes de recherche à travers une mobilité internationale toujours plus frénétique. Et actuellement, à cause d'un petit élément, un million de fois plus petit qu'en millimètre, nous avons changé nos habitudes, confinés chez nous. Nous sommes rendus compte aussi que les contacts avec l'autre, l'échange auquel on était habitués nous manquent. De plus, le travail avec l'autre, avec la culture de l'autre, est très défendu dans les contextes de la didactique des langues. Si on pense au terme culture, bien étymologiquement, le terme culture vient du latin cultura, définissant au sens propre le travail de la terre et des champs. Au sens figuré, Cicéron l'utilisait pour définir métaphoriquement la culture des âmes et la formation des esprits par l'enseignement. Dans ce sens, il y a l'idée d'une identité culturelle qui implique une interprétation à double sens, c'est définir soi-même et définir aussi l'autre. C'est-à-dire, il y a toujours l'idée du pluriculturel. Mais on peut penser, c'est quoi en fait le pluriculturel? La pluriculturalité est un concept qui sert à analyser et caractériser une situation de cohabitation des différentes cultures, qui ne fait pas des distinctions ni des différences. Et elle se présente généralement comme une approche basée sur des valeurs et des croyances aussi démocratiques. De plus, elle permet de développer des compétences interculturelles, de favoriser les développements personnels et de lutter contre certaines formes de discrimination comme le racisme, comme nous dit Béné. Ainsi, quand on pense à propos de l'objectif du projet, c'est plutôt de mettre en place une politique linguistique qui vise davantage à favoriser un équilibre entre le respect des différences. Et quand on parle des politiques linguistiques, il faut bien le dire, nous prenons ici les concepts classiques postulés par Calvé, pour qui la politique linguistique est la détermination des choix en matière de relations entre langue et société, et sa mise en place
qui est la planification. On trouve la même distinction chez Boyer. Donc, l'objectif ne se limite pas ici à développer des compétences linguistiques, mais vise aussi à éviter, dès le départ, tout effet de stigmatisation par rapport à ces différences. Il s'agit avant tout que l'élève apprenne à se construire dans des contextes pluriculturels, ce qui implique une stratégie globale d'éducation interculturelle. Et on voit ici les cadres. Ici, dans les cadres, l'individu devrait acquérir une compétence plurilingue et pluriculturelle. Celle-ci désigne la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement d'un acteur social qui procède à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l'expérience de plusieurs cultures. Et on retrouve ici cet intérêt dans les volumes complémentaires du cadre de 2018. La décision récente du Conseil de l'Europe d'élaborer un cadre des compétences pour une culture démocratique, valorisant la diversité culturelle et l'ouverture à l'altérité culturelle ainsi qu'à d'autres croyances, points de vue et pratiques. Donc, en accord avec cette perspective plurilingue et pluriculturelle, l'enseignement de la langue étrangère permet de véhiculer l'accès à des nouvelles cultures et contribue au développement critique des élèves. Ainsi, par les biais de la langue, une politique linguistique pour l'enseignement des langues étrangères promeut l'interaction et le respect des différents peuples et de l'évolution cognitive de l'élève grâce au perfectionnement personnel et à la prise de conscience de l'altérité. Mais une question, qu'est-ce que nous faisons effectivement en classe? C'est la première question que nous avons posée au début de la présentation. Eh bien, tout d'abord, nous travaillons les différentes compétences avec l'aide des films, des courts-métrages, des journaux, des vignettes, des photos, des textes authentiques visuels, oraux et écrits en français, mais qui parlent sur l'actualité de la culture des pays où travaillent les formateurs. Dans ces cas-là, André a parlé du Brésil et moi, je vais parler sur l'Italie. Ce qui est d'accord avec Pietra Roy, une chercheuse brésilienne qui, moi, j'aime bien, et Tagliante, une autre chercheuse qui, moi, personnellement, j'aime lire, quand elle nous dit que les documents authentiques doivent être utilisés dès le début de l'apprentissage, dès la leçon 0, à travers la prise de contact avec la langue cible parlée par différents locuteurs natifs. Elles exposent les apprenants aux situations de communication les plus courantes de la vie quotidienne dans une société donnée pour ensuite donner des outils d'expression aux apprenants. De cette façon, ils vont pouvoir interagir. Et se débrouiller tout seul au moment de l'interaction qui va se développer bientôt. Donc, nous les avons fait interagir. Dans un premier moment, on a fait interagir la classe avec les professeurs, par exemple ma classe avec Marina. Et après, nous ferons interagir les apprenants italiens avec les apprenants brésiliens. Nous allons garantir un tutorat rassurant mais pas trop envahissant, car le but est de porter à l'autonomie les apprenants. Pour rendre possible ces rencontres, nous avons fait appel à la même plateforme que nous utilisons aujourd'hui, Zoom. Il faut souligner qu'en Italie, au niveau pédagogique, les apprenants ont préparé les questions pour Marina et ont organisé leur présentation, répondu aux questions. De plus, avec cette expérience, on a pu constater que le format doit privilégier la qualité des échanges, la possibilité pour chaque apprenant de prendre la parole, de répondre. Donc, inutile de faire une réunion avec 50 participants qui restent des spectateurs. Nous avons vu que les groupes de 6-9 participants donnent les meilleurs résultats et sont très efficaces pour les faire devenir acteurs des échanges en français. André, au Brésil, en 10 minutes. D'accord. Au Brésil, les universités sont fermées, mais nous allons mener la même expérience avec les classes de Marina. En suivant les postulats de Godel sur l'importance de la promotion des projets pédagogiques que nous mettons en place,
au niveau de l'enseignement des langues, nous avons fait toute une série de posts sur les réseaux sociaux, sur le site de l'Alliance française de Vicenza, relancés par les institutions d'origine. L'Alliance française de Vicenza, le laboratoire de recherche en contact linguistique de l'Université fédérale Fluminense, l'Université d'État d'Amapá, la Fédération brésilienne des professeurs de français, l'Association des professeurs de français de Rio de Janeiro et l'Association des professeurs de français de l'État d'Amapá. Et pour la deuxième question, vous rappelez comment ce projet nous aide mutuellement et aussi le développement du travail en classe. Donc, pendant cette pandémie de COVID-19, nous avons saisi la nécessité tous de partager nos visions, nos inquiétudes, nos perspectives pour le présent et pour le futur. Et ici, nous parlons de la nécessité des professeurs, mais aussi de celle des étudiants. Donc, nous pouvons dire que ce genre de travail nous permet de découvrir des opportunités, d'apprendre mutuellement, de partager nos expériences et nos inquiétudes, de mettre en place un cours différent et très riche, pas qu'au niveau linguistique, mais aussi culturel. Et tout cela avec les nouvelles technologies. En tant que professeur, parfois, nous ne pensons pas être capables de suivre ou de donner un cours en ligne. Et ce genre de travail nous aide à ressignifier notre travail en nous aidant mutuellement. C'est sortir de nos confinements de nos étudiants, d'accord. Et donc, je m'excuse, nous allons... Ce travail en équipe, c'est une opportunité pour tout le monde de parler français et donner la possibilité aux étudiants, aux apprenants de comprendre qu'ils peuvent bien communiquer. Nous sommes toujours là, nous, formateurs, pour donner un coup de main si nécessaire et donc nous vous invitons tous à partager avec nous ce projet et à nous contacter si nécessaire. Je vous laisse ici un peu de bibliographie. Et voilà une petite photo de notre classe et nos contacts. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la dernière conférence et nous allons inviter Nadia Bacor qui est au DILTEC à Paris 3. Je me suis rendu compte que, bien que jeune, elle est très brillante. Elle a déjà derrière elle de nombreuses publications et elle a beaucoup travaillé sur le rythme en anglais, n'est-ce pas? Alors, apparemment, vous êtes soit encore doctorante ou déjà postdoc, avec une thèse qui s'intitule « Vers un dispositif hybride pour l'appropriation du rythme de l'anglais et du français » par une approche filmique, théâtrale et musicale, et ce qui est très intéressant. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la médiation praxéologique et scénarisation pédagogique à distance. Donc, Nadia, la parole est à vous. Parfait, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Pardon. Alors, donc, merci beaucoup pour cette présentation et merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc, comme mentionné dans la présentation, donc, je vais vous parler aujourd'hui donc de la médiation praxéologique et de la scénarisation donc pédagogique à distance. Quelles propositions de formation enseignante peut-on proposer donc par rapport à cette question des médiations et notamment de la médiation donc praxéologique? Donc, un peu de contextualisation. Donc, moi, je travaille actuellement, je suis à terre, donc à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, donc je suis aussi doctorante. Je travaille donc notamment sur des cours d'oral, donc des cours de prononciation. Donc là, je vais vous présenter très brièvement juste un cours donc, que nous avons passé donc, de totalement présentiel, donc de 8 séances en présentiel. Au moment où on a eu donc, le confinement mi-mars, nous sommes passés donc à 4 séances en 100% distance. Donc, c'est un cours d'oral de français langue étrangère, puisque je travaille à la fois sur l'anglais et le français langue étrangère, donc de 16 apprenants qui sont donc au sein du F1, donc c'est-à-dire qui suivent un diplôme universitaire d'études françaises, donc de niveau 1, donc de niveau, on va dire, entre B2 et C1, donc vraiment des niveaux assez donc, intermédiaires à avancés. Donc, l'objectif vraiment principal de ce cours d'oral qui était annuel, c'est vraiment le développement de la compétence d'interaction orale et de production orale. Donc, l'objectif principal donc, était donc, le développement de ces compétences à travers différents types de supports et à travers différents types de tâches que nous avons menées donc, en présentiel,
Donc, c'est-à-dire des débats et des exposés. Donc, le premier semestre était consacré aux exposés. Et le second semestre, donc au moment où on a eu justement le confinement donc en France, à Paris, nous travaillons sur différents types de débats sur des sujets d'actualité. À partir du moment où on a eu donc le confinement à la mi-mars, nous sommes passés donc d'un dispositif en présentiel de 2 heures par semaine à 2 heures à distance en visioconférence. Donc, nous avons utilisé l'outil Google Meet qui est donc intégré dans la plateforme Google. Donc, l'idée étant de poser la question de ce nouvel environnement d'apprentissage. Nous passons vraiment de cet environnement d'apprentissage en présentiel, donc l'environnement de la classe, à cet environnement d'apprentissage médiatisé, donc par ordinateur, avec différents écrans, chacun derrière son écran, chaque apprenant derrière son écran. Donc, cela va donc engendrer une nouvelle scénarisation pédagogique, puisque la variation spatiale, je vais en parler juste après, on va voir que cet environnement va donc changer et donc va demander une transposition des tâches d'apprentissage. Donc, je me place du côté de l'enseignant, donc de la scénarisation pédagogique et de la médiation. Donc, je vais me baser sur différents types de recherches, c'est-à-dire les recherches d'Albero, de Charlier, de Peraya, de Pelletier, de Réseau, pour donc mentionner cette définition des médiations. Donc, la médiation, c'est vraiment une relation, un intermédiaire entre un objet, un sujet, 2 objets ou bien 2 sujets. Charlier va parler donc de l'existence de plusieurs formes de médiation. Donc, on a une médiation sensorimotrice, donc c'est-à-dire qui va porter sur les comportements gestuels et moteurs induits par l'instrument. Ici, je parle d'instrument en tant que formation, en tant que nouvel environnement d'apprentissage médiatisé. Donc, vraiment, l'ordinateur, c'est formation à distance. En tant qu'écran, Moodle, etc. Donc, c'est ce que j'utilise comme notion d'instrument. Nous avons également donc, la médiation sémiocognitive. On va parler aussi de médiation épistémique. Donc, il va porter sur la connaissance de l'objet, sur de nouvelles connaissances que va engendrer cette transposition de tâches de déformation en présentiel à la tâche à 100% distance. Nous, on va plus spécifiquement travailler donc, sur la médiation praxéologique, c'est-à-dire qui va porter sur les conditions de réalisation de l'action qui vont engendrer une nouvelle pratique, donc de nouvelles pratiques professionnelles pour l'enseignant. On a également la médiation relationnelle, donc qui va porter sur la relation entre les différents sujets, donc entre les apprenants, entre l'apprenant et l'enseignant, le tuteur, entre l'instrument, l'ordinateur, et également la médiation donc réflexive qui va porter sur le sujet lui-même et implique donc de ce fait une dimension méta fondamentale pour les processus d'apprentissage. Donc comme je vous ai dit, cette médiation praxéologique, c'est vraiment de travailler sur la transformation, la différence, cette transposition de la pratique professionnelle de l'enseignant en présentiel qui va passer directement du 100% en distance. Donc, cela va donc avoir un impact sur la scénarisation pédagogique à distance. Donc, comme vous savez, toutes les formations, les tâches que nous faisons en présentiel ne peuvent pas être transposées telles quelles dans les formations 100% distance. Donc, je me base ici sur un schéma de Peraya, donc dans son étude en 2016, donc il va modéliser les effets d'un dispositif de formation qu'il avait appelé USATIS sur les différentes formes de médiation. Donc, on a cette variable d'entrée, c'est-à-dire une méconnaissance potentielle, un non-usage de la forme de l'outil à distance, donc par exemple de Google Meet, de Moodle, de ces différents instruments. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, on a la deuxième étape une nouvelle expérience du dispositif. Là, on passe par l'histoire, par un événement qui va arriver, donc le confinement. Ça va engendrer donc un nouveau dispositif, un dispositif donc à distance. Donc, cette expérience du dispositif va donc permettre de travailler sur différentes formes de médiation. Donc, excusez-moi, je vais juste un tout petit peu d'eau. Donc, la médiation, comme je le disais tout à l'heure, la médiation épistémique ou bien sémiocognitive, donc sur les connaissances. Cette nouvelle expérience donc à distance va donc
travailler sur une nouvelle connaissance des dispositifs à distance. Donc, ces nouvelles connaissances vont engendrer différentes postures, différentes attitudes face aux différentes tâches. On va avoir ensuite donc cette posture, toutes ces postures vont avoir un impact sur la médiation praxéologique. C'est-à-dire ces nouvelles pratiques, on va transposer, donc transposer vraiment les tâches de la présence à distance. Donc par exemple, ce qu'on fait très souvent, c'est on se dit qu'on va passer de la formation en présentiel 2 heures, on va passer directement 2 heures à distance en visioconférence. On voit que tout de suite, selon les différentes tâches que nous avions à mener, cela n'est pas possible, puisque les tâches vont être articulées entre le présentiel et la distance. Donc, ces tâches vont devoir être transposées, notamment par 2 types de variations. Donc, la variation spatiale, comme on a vu, il y a vraiment un premier dispositif, un premier environnement qu'on va passer directement à distance. Et on a aussi donc la variation temporelle, puisqu'on a passé du synchrone directement en classe de langue à du synchrone chacun chez soi derrière son ordinateur. Donc pour travailler sur, par exemple, des débats où on était vraiment en groupe, être en visioconférence chacun derrière son ordinateur, ça va engendrer donc différentes façons, différentes pratiques par rapport notamment à la scénarisation de l'enseignant qui était menée auparavant. Donc, on va donc transformer cette activité avec de tels dispositifs qui vont instrumenter. Pour l'enseignant, ça va donc demander un transfert de compétences, puisque toutes ces attitudes, ces croyances, sa scénarisation pédagogique en présentiel, il va devoir ensuite les mettre à disposition, donc à distance. Cela va donc développer de nouveaux types de pratiques. Il va devoir donc transposer vraiment ces compétences, notamment de la sphère privée à la sphère professionnelle, puisque très souvent on utilise les systèmes de visioconférence, parfois pour des choses privées, mais aussi pour les choses professionnelles. Et donc, ces différentes compétences, pour l'enseignant, pour vraiment les formations enseignantes, on va vraiment voir qu'on va devoir vraiment travailler donc, dans ces formations sur la capacité de transfert donc, de ces connaissances et de ces compétences en 100% présentiel en passant à distance. On va donc aussi également travailler sur une articulation entre les tâches en présentiel et les tâches à distance. Donc là, développer notamment, c'est ce qui va arriver donc, à partir de septembre dans différentes universités, que ce soit dans le monde entier ou bien en France à Paris. On va travailler vraiment sur cette hybridation, cette articulation entre des tâches en présentiel et des tâches à distance. Et on voit donc aussi de nouveaux rôles pour l'enseignant qui ne vient pas seulement enseignant en présentiel et qui va avoir ces différentes formes en présentiel, mais aussi on a un tuteur, un médiateur avec différentes formes d'apprentissage, avec différentes formes d'environnement d'apprentissage. Nadia, vous aurez encore 1 minute. Et donc, c'est parfait. Donc, je finis juste comme conclusion. Donc, l'idée étant donc, de développer des formations à visée professionnelle pour l'usage des formations hybrides et à distance sur notamment les différentes formes de médiation. Voilà. Et donc, ma bibliographie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Je pense qu'il y aura des questions. J'avais vu passer déjà un certain nombre de questions. Diana, tu en as fait l'inventaire? Ben non, désolée, j'ai pas vu. Non, non. Non, j'ai pas vu. Non. C'était. Je pense que là, il y a un. Ah, là, ça arrive. Alors, très intéressant. Alors, il y avait une concernant le temps d'un cours par Zoom, en principe 2 heures en présentiel, 1 heure en visioconférence, car sinon, trop de surcharge de travail pour l'apprenant. Un exemple de tâche transposée, ça me semble être une bonne question. Alors, un exemple de tâche transposée. Donc, en présentiel, moi, je leur demandais, donc c'était vraiment sur les débats. Donc, en présentiel, je leur demandais de travailler en petits groupes
par exemple 4-5 sur qu'est-ce qu'on avait travaillé comme thème, c'était la gastronomie française, le patrimoine culturel de l'UNESCO par rapport notamment à la gastronomie française. Donc, généralement, en présentiel, on commençait par une première partie de brainstorming où on travaillait sur les différentes formes de lexique avec différents documents authentiques, vidéo et audio. Une deuxième partie où ils mettaient donc à profit tout ce qu'ils ont appris donc juste auparavant sur le lexique, la grammaire, la prononciation, etc., au sein de petits débats. Alors, ce qui a été difficile à faire à distance, ce n'était pas vraiment possible de prendre ces 2 heures de cours, de se dire, OK, je vais mettre tout en visioconférence. Ils vont travailler sur les documents authentiques en direct, en synchrone. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transposé cette tâche, donc cette première tâche de brainstorming, donc je l'ai fait en forum audio ou en forum vidéo. Donc, je leur proposais vraiment le choix entre audio ou vidéo. Donc, je leur avais mis vraiment les différentes questions avec la vidéo, bien l'audio, les documents authentiques, où ils travaillaient donc sur ce petit brainstorming sur les différents sujets. Donc, ça, c'était la première tâche que j'ai transposée donc, en forum. Ensuite, donc là, c'était un forum type asynchrone, mais avec une permanence de l'oral, puisqu'on travaille vraiment sur l'oral. Et ensuite, la transposition du débat, c'était vraiment, donc, ils devaient travailler. Donc, dans un premier temps, je leur ai dit de préparer en amont les débats, chose qu'on ne faisait pas en présentiel, puisque je leur faisais, moi, j'ai que des étudiants hispanophones, donc ils veulent vraiment travailler spontanément en présentiel, voilà, parler tout de suite. Ils n'aimaient pas vraiment préparer en amont des choses. Donc là, ce qui était différent, c'est qu'ils devaient préparer en amont en petits groupes, puisqu'on ne pouvait pas faire ça en synchrone, en groupe, même si j'en avais 15-20. Donc, ils préparaient tout ça. Et ensuite, on arrivait sur la séance, donc des 2 heures en visioconférence, où ils présentaient, dont ils faisaient ce débat, où ils présentaient les différentes parties, leurs rôles, puisque je leur donnais en fait différents rôles. Enfin, ils choisissaient d'ailleurs les rôles. Alors, concernant la prononciation, as-tu développé de bonnes pratiques pour la corriger à distance? Oui, y a-t-il un gain en efficacité en distanciel, par exemple, très brièvement, et après on vous laissera répondre par la fonction de chat. D'accord. Alors, un gain en efficacité, alors je leur ai posé la question, donc à la fin du cours, je leur ai demandé est-ce que vous avez vu une différence, notamment par rapport au développement de vos apprentissages en présentiel et à distance? On voit déjà un développement de l'autonomie, puisque chacun, il devait revoir les différentes tâches, préparer chacun de leur côté les documents authentiques, les questions, s'enregistrer, etc. Je ne dirais pas que c'est une efficacité, mais c'est une nouvelle scénarisation, une nouvelle façon d'apprendre. Pour eux, c'était complètement nouveau. Hein. Donc, ça va dépendre peut-être des étudiants où ils se sont dit, voilà, ils ont une scénarisation beaucoup plus carrée, entre guillemets, où ils ont un petit peu moins de choix. Donc, je dirais que pour ceux qui avaient besoin de guides un petit peu plus élaborés, c'était plus efficace pour eux. Mais certains aussi m'ont dit, moi, j'aime pas trop comme ça qu'il y ait des choses un peu imposées et donc je préfère en présentiel où on était libre de parler entre eux puisque comme on l'a vu par exemple dans les différentes présentations auparavant, ce qui est difficile dans la visioconférence, c'est que les étudiants ne peuvent pas bavarder, travailler entre eux quand ils sont chacun de leur côté devant leur ordinateur. C'est parfait. Donc, je vais me permettre, puisque je suis président de séance, de clore celle-ci, qui, je pense, a été très instructive. Et je vous remercie les 4 séries de conférenciers, puisque vous étiez 5 en fait. Merci à vous tous. Et je rends la parole à Diana.